Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Le gouvernement s'apprête à lancer l'opération de recensement des artisans, une opération qui s'étend sur l'ensemble du pays. Alors, pourquoi une telle opération? Quelle nécessité de posséder les données statistiques sur les artisans? Quelle est la contribution de ce code métier à l'économie nationale? Pour en parler, nous recevons ce soir sur le plateau de l'invité du dimanche Modeste Tiunté Kérékou, il est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Et si le temps nous le permet, nous parlerons également de la politique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'accepter de venir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de lancer une opération de recensement des artisans? Merci beaucoup, monsieur Noutéo, pour cette opportunité que vous m'offrez de donner un certain nombre d'éléments j'allais dire, clarification ou de meilleure compréhension de cette importante opération que le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de faire. Vous savez, l'unique instrument de pilotage de l'action gouvernementale que nous avons depuis le 16 décembre 2016, Voilà. c'est le programme d'action du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement relativement au secteur de l'artisanat a prévu un certain nombre d'interventions et a clairement dit que le secteur de l'artisanat était un secteur prioritaire pour le gouvernement et qu'à ce titre, il fallait le moderniser, le transformer, mieux équiper les artisans afin que leur contribution à l'économie nationale et au développement en général de notre pays soit plus appréciable. Il ne pouvait en être autrement quand on sait que le secteur de l'artisanat est le deuxième corps social le plus important dans notre pays et qu'il emploie plus de 52% des actifs. Il emploie plus de 52% de la population active. Donc, dans le PAG, au niveau disons, du pilier 2, la stratégie, le pilier 2 qui postule que nous devons engager la transformation structurelle de notre économie, l'axe stratégique numéro 4. L'action 7 concerne exclusivement consacré au secteur de l'artisanat, où le président de la République a clairement posé sa vision qu'il fallait transformer et moderniser cette action. Donc c'est en droite ligne de tout ce qui est prévu là que le gouvernement a ordonné l'élaboration d'un registre biométrique des métiers et l'établissement, disons, le dénombrement précis sur l'ensemble du territoire des artisans. Pour avoir ces deux instruments, oui, ça passe par un recensement. Et quel est l'état des lieux aujourd'hui de ce secteur-là, monsieur le ministre? Mais c'est un secteur actuellement, comme vous le savez, qui, bien qu'important et offrant beaucoup d'opportunités de création de richesses et donc d'emplois, n'a pas été toujours traité à sa juste valeur. Je pense que c'est à ça que le gouvernement souhaite remédier. Nos artisans ont, en dépit de leur talent, en dépit de leur bonne volonté, ont quand même besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de formation, ils ont besoin de formation continue, ils ont besoin de recyclage, ils ont besoin d'avoir des facilités pour mieux s'équiper. Ils ont besoin d'un certain nombre de choses. Mais pour définir une politique publique cohérente et précise envers une catégorie donnée, il faut la connaître. Il faut la connaître dans sa stratification, dans ses spécificités. Autrement, on pourrait proposer des choses qui ne soient pas forcément conformes aux attentes. C'est pour ça que nous allons faire ce recensement. Alors concrètement, comment cette opération va-t-elle se mettre sur le terrain? D'abord, le secteur de l'artisanat au Bénin, dans les 8 pays de l'UEMOA, est un secteur bien structuré. Nous savons qu'il y a 8 branches d'activité. Chaque branche d'activité comporte un certain nombre de corps de métier. En termes de corps de métier, nous en avons une quarantaine. Et en termes de métiers, nous avons 311 métiers.
C'est ce que la nomenclature officiellement reconnue par décret pris en mars 2017 par le chef de l'État reconnaît comme relevant du secteur de l'artisanat. Maintenant, il y a besoin d'affiner afin d'avoir une meilleure pondération de chacune des branches, de chacun des corps de métier et de chacun des métiers à travers les 77 communes de notre pays, de pouvoir dénombrer avec précision les artisans. L'opération même va se faire par le comité technique de pilotage du RAVIP. C'est des experts nationaux qui ont l'expertise pour ce genre d'opération. L'opération est placée sous le leadership de mon département ministériel, les structures compétentes de mon ministère en relation avec les fêtières des artisans. Je pense à la Confédération nationale des artisans du Bénin et à leur organe consulaire, l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, l'UCIMB. Nous procédons à une large vulgarisation des tenants et des aboutissants de ce recensement. Qui peut se faire recenser, qui est artisan, qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cet important exercice qui aura lieu, et les tournées que nous avons menées du 10 au 19, disons janvier dernier, sur toute l'étendue du territoire national, nous ont permis d'avoir la certitude que c'était nécessaire, parce qu'au niveau des artisans, que je salue d'ailleurs au passage, il y avait beaucoup de points d'ombre, beaucoup d'incompréhension, mais de manière, j'allais dire, pédagogique, les équipes que nous avons déployées sur le terrain ont pu donner toutes les précisions pour lever quand même un peu les points d'ombre et d'incompréhension qui persistaient. L'exercice auquel vous me donnez l'opportunité de faire aujourd'hui, c'est de renforcer davantage cette pédagogie, cet effort de pédagogie du gouvernement pour que les artisans comprennent bien que cet exercice est fait à leur profit. Parce qu'au terme de l'opération, il s'agira de quoi? Nous aurons, disons, à peu près 3 livrables. L'opération va nous permettre de dénombrer, M. Notéou, le nombre précis pour une fois. Ce recensement a été prévu depuis plus d'une dizaine d'années par le Plan national de développement du secteur de l'artisanat, mais il n'a jamais été fait. C'est le président Patrice Talon qui l'a ordonné, qui nous l'a posé à nous autres en charge du secteur de l'artisanat comme un impératif. Donc c'est en exécution des instructions du chef de l'État que ce recensement est en train d'être fait, au fin de nous permettre d'établir le registre biométrique des métiers, au fin de pouvoir délivrer une carte professionnelle, une carte d'identité professionnelle et numérique aux artisans, parce que être artisan, c'est un statut, comme être journaliste, comme être militaire, comme être médecin, comme être notaire, etc., etc. C'est un statut, et en tant que tel, qui donne des privilèges et des avantages. Mais pour justement que tout le monde ne puisse pas bénéficier de ces privilèges et ces avantages indûment, il faut que nous puissions savoir qui est artisan et qui ne l'est pas. Enfin, ce recensement et ces cartes biométriques aussi pourraient permettre à nos artisans de bénéficier de la plupart des 4 volets du projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, notamment le volet assurance maladie, parce que beaucoup de nos artisans sont éligibles à ce guichet quand il sera mis en place. Le volet microcrédit. Quant au volet formation de ce vaste programme phare du gouvernement de la rupture, j'ai presque envie de dire qu'il est quasiment conçu et destiné essentiellement à nos artisans. Et enfin, le volet assurance retraite. Mais je dois préciser que leur institution consulaire qui est en place actuellement, l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, le mandat vient à terme dans quelques jours, d'ici le 29 janvier, dans quelques jours. C'est l'occasion aussi au terme de ce recensement que nous puissions extraire
la liste électorale que nous confierons à la Sénat qui se chargera d'organiser une élection consulaire pour que nous ayons une chambre consulaire nationale unique que le gouvernement veut vraiment représentative du secteur de l'artisanat, donc des artisans qualifiés qui seront élus par leur pairs, qui seront l'interface, mais une interface de qualité par rapport au pouvoir public pour pouvoir défendre les intérêts des artisans. Le secteur de l'artisanat, selon les derniers chiffres de l'INSAE que nous avons, c'est plus de 13% de participation à la formation du produit intérieur brut. Les objectifs du président de la République sont clairs, c'est que nous puissions tenter de doubler. C'est parce qu'il est convaincu, et nous le sommes avec lui, que c'est un secteur, s'il est mieux formalisé, mieux organisé, mieux accompagné, il peut encore générer plus de croissance et donc, in fine, offrir plus d'opportunités d'emploi décent à la jeunesse. Est-ce que, Monsieur le Ministre, cette opération ne participe-t-elle pas de l'assainissement dans le secteur? Ça permet d'identifier qui est artisan et qui ne l'est pas. Tout à fait, ça permet effectivement d'une meilleure clarification et d'une meilleure vision à avoir de ces secteurs afin d'apporter les interventions qu'il faut afin que les artisans soient plus à l'aise à jouer et à occuper la place qui est la leur dans notre pays. Et quelle sera la durée de cette opération de recensement des artisans? Cette opération qui pourrait démarrer, si je fais foi aux échanges que nous avons avec les techniciens du RAVIP qui nous accompagnent pour cette importante opération, qui pourrait commencer dans la 3e semaine du mois de février. En tout cas, elle est prévue pour le mois de février, pourrait durer à peu près 2 semaines. Elle aura lieu dans les 77 communes, dans les 547 arrondissements que compte notre pays. Vous êtes le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Quelle est aujourd'hui la situation des petites et moyennes entreprises du Bénin? La situation des petites et moyennes entreprises du Bénin est une situation qui, à tout le moins, n'est pas réluisante si nous devons appeler les choses par leur nom. Vous savez, nous sortons d'une période et le gouvernement de la rupture a posé comme son principal axe d'intervention d'engager la transformation structurelle dans notre pays. Parce que beaucoup de secteurs, il faut avoir le courage et l'humilité de le reconnaître, avaient été à tout le moins désorganisés, passablement saccagés, j'ai presque envie de dire. Il faut que les fondamentaux soient rétablis, que chacun sache dans quelle catégorie il est, dans quel registre il se trouve et comment opérer dans ce secteur. Les petites et moyennes entreprises dans notre pays peinaient et peinent toujours beaucoup. Je ne veux pas dire que parce que nous sommes là, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais nous sommes conscients de la nécessité de réorganiser le secteur, de l'assainir comme les autres secteurs. Et c'est conscient de cela que, en novembre dernier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres, par exemple, un projet de loi portant promotion et développement des petites et moyennes entreprises. Ce projet de loi est déjà, au moment où je vous parle, transmis sur la table des honorables députés à l'Assemblée nationale. Si ce projet de loi était voté en l'état, mais vous le savez, monsieur le journaliste, au terme de l'article 105 de la Constitution, si je ne me trompe, les honorables députés ont concurremment l'initiative de la loi avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils pourraient, au besoin, amender le projet que le gouvernement a envoyé au Parlement, au fait de l'améliorer, je suppose. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse, mais ce qui a été adopté au niveau du gouvernement
offre un certain nombre de clarifications au niveau des petites et moyennes entreprises. Là encore, un certain nombre d'assainissements et surtout un certain nombre d'avantages et de privilèges. La fiscalité, la réglementation a été revue, la clarification est plus nette, un certain nombre d'avantages comme l'accès à la commande publique, comme l'accès au financement approprié ont été clarifiés pour que nous puissions savoir qui est micro, petite et moyenne entreprise et en tant que tel, quel rôle il peut jouer aux côtés des grandes entreprises, qu'elles soient nationales ou les multinationales étrangères, des notions comme la sous-traitance, la co-traitance, un certain nombre d'obligations sont portées également à la charge de l'administration. Par exemple, et ça a été la volonté personnelle du chef de l'État qui a souhaité qu'il soit mis à la charge de l'administration quand une entreprise presse, par exemple, et que 60 jours après, elle n'ait pas été payée par l'administration, que l'administration soit amenée à payer en son temps, y compris avec des pénalités. Parce qu'effectivement, beaucoup de nos petites et moyennes entreprises ont des difficultés du fait qu'elles prestent avec l'administration publique et que l'administration publique met des mois, voire même des années à honorer les factures, alors que les entrepreneurs qui déjà peinaient ont parfois par le concours d'emprunts bancaires, par même le recours à des usuriers, le recours à des ressources financières pour exécuter des bons de commande et que l'administration met des mois à payer, par exemple. Si ce projet de loi venait être à voter en l'état tel que le gouvernement l'a envoyé à l'Assemblée nationale, je pense que ce serait un ouf de soulagement pour ces secteurs et d'autres mesures d'accompagnement sont envisagées pour permettre quand même à ceux d'entre nous qui volontairement et librement ont renoncé à un emploi salarié et qui méritent à cet égard du respect et de la considération soient traités comme tels et qu'ils aient les facilités pour opérer quand même et soient à l'aise et que l'administration qui devrait les aider à évoluer ne soit pas plutôt, comme malheureusement c'est le cas en ce moment, la raison fondamentale, de la chute de beaucoup d'entreprises. Alors, Monsieur le ministre, on l'a dit, la loi de finances 2019 est placée un peu sous le sceau du social. Alors, quelles sont les facilités qu'offre cette loi-là aux PME pour le compte de cette année-là? D'abord, dans cette loi de finances gestion 2019, beaucoup de mesures sociales et beaucoup d'allègements au profit du secteur du monde de l'entreprise et relativement aux PME ont été reconduites. Mais la mesure qu'on pourrait présenter quand même un peu comme une mesure phare pour le compte de cette année, que nous avons défendue auprès de notre collègue de l'économie et des finances, sur la demande d'ailleurs des promoteurs des petites et moyennes entreprises, a été de revoir l'impôt synthétique connu sous le nom de TPS, qui était jusqu'en 2018, dans la loi de finances gestion 2018, à 400 000 francs CFA par exemple. Le gouvernement a décidé, toujours mu par la volonté d'aider au développement et à l'expansion de nos petites et moyennes entreprises, porter cette taxe de 400 000 à 150 000 francs. C'est un effort qu'il faut saluer parce que, ce faisant, le gouvernement favorise la création d'entreprises, le gouvernement facilite la création d'emplois et le gouvernement, en renonçant à une importante manne financière. Au-delà de ça, le secteur dont nous avons la charge aussi, effectivement, il est à la fois économique et social. Vous l'avez dit, sur le terrain du social aussi, beaucoup de chantiers sont prévus dans le compte de cette loi
tous les projets phares du gouvernement dont la mise en exécution va commencer. Vous le voyez déjà relativement à l'asphaltage. Mais c'est des entreprises béninoises qui prestent soit directement, soit indirectement par la sous-traitance dont je venais de vous parler tantôt. Nous avons lancé au niveau de notre département ministériel, par exemple, un programme d'urgence de requalification des jeunes. Parce que dans les mois à venir, les semaines à venir, il y a d'importants chantiers dans le domaine, disons, des BTP, qui nous sommes convaincus, au regard de la main-d'œuvre qualifiée que les entreprises adjudicatrices de ces marchés sollicitent, nous n'avons pas assez de disponibilité. C'est encore dans le secteur toujours de l'artisanat, parce que quand on vous dit qu'on aura besoin d'un certain nombre d'électriciens, mais qualifiés, de plombiers, de maçons, de menuisiers, de charpentiers, je ne vous parle pas des tâcherons, je vous parle des artisans professionnels, ayant les qualifications, ayant les compétences. Ça n'a l'air de rien, mais il n'y en a pas. Le vaste programme touristique qui est engagé, quand nous vous disons que nous n'avons pas de barman qualifié, par exemple, nous n'avons pas assez de cuisiniers, nous n'avons pas assez de serveurs, de maîtres d'hôtel. C'est des métiers nobles. Un serveur, ce n'est pas vous et moi qui allions prendre un verre pour servir de l'eau à un visiteur quand nous en avons à la maison. C'est un métier. Quand on veut l'exercer dans les réceptifs hôteliers, dans les hôtels d'un certain standing, même dans les motels, dans les auberges, cela appelle un niveau de professionnalisme, de savoir-faire. Un plan d'urgence de requalification à un certain nombre de métiers sur lesquels nous avons des certitudes qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter bientôt, a été engagé. Et aux côtés de cela, je ne vous citerai pas la reconduction et l'élargissement à plus de circonscriptions scolaires, de la mesure des cantines scolaires, des microcrédits qui se poursuivent et qui se renforcent, et bien d'autres mesures. Voilà. Monsieur le ministre, le président... Mais c'est vrai, ce que je n'ai pas dit, s'il vous le permettez, c'est que tout ça se fait maintenant, peut-être dans un certain calme, dans une certaine sérénité, et qui parfois a tort laisse croire que rien n'est fait, parce que effectivement nous étions plus habitués à du bruit, à du folklore. Vous savez, comme on le dit, le bien ne fait pas du bruit. Et le bruit ne fait pas du bien. Mais parfois, il faut faire du bruit quand même pour que tout ce qu'on fait soit connu du public. Il faut faire savoir, mais il ne faut pas faire du folklore. Quand vous avez la chance d'être en responsabilité ou bien en charge comme nous, et que vous travaillez pour le bien de vos compatriotes, vous ne faites que votre service. Vous n'avez pas à le faire de manière ostentatoire ou bien qu'un ministre, qu'un gouvernement fasse des choses pour le peuple, c'est normal. Le gouvernement est élu pour ça. Nous sommes là pour ça. Nous n'avons pas à nous mettre en spectacle ou bien à nous gargariser pour demander des allocations parce que nous sommes en train de faire notre travail. Quand vous finissez votre journal, quand vous finissez votre travail, que vous sortez de votre plateau, vous ne demandez pas une raide d'honneur. Autrement de ce que vous faites. Oui, nous expliquons ce que nous disons. Nous sommes convaincus, nos populations, nos compatriotes, les Béninois ne sont pas dupes. Ils savent d'où nous venons, ils savent où nous allons, ils voient comment ça évolue. Nous sommes convaincus qu'ils comprennent très bien avec les explications que la direction de la communication de la présidente de la République fait. Les choses sont faites de manière peut-être plus professionnelle, plus méthodique, et que ça peut-être perturbe un peu en effet ceux qui étaient habitués à un certain folklore. Voilà. Alors, le président de la République, lors de son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée, a parlé de nombre d'emplois. On a parlé de 200 000 emplois. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a eu tellement de polémiques. Qu'est-ce qu'il en est concrètement par rapport à ce chiffre-là, 200 000 emplois? Vous êtes le ministre de la promotion de l'emploi. Merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez encore peut-être d'avoir dit un certain nombre de choses.
l'emploi, quand nous parlons d'emploi, nous ne parlons pas d'emploi salarié, encore moins d'emploi dans la fonction publique. C'est peut-être ce qui a un peu désarçonné un certain nombre de compatriotes. Je les comprends. Merci de me donner l'occasion d'apporter une petite clarification. C'est vrai, du 6 avril 2016 au 27 décembre 2018, quand le président de la République délivrait son message sur l'état de la nation devant le Parlement, il a été dénombré la création de plus de 220 000 emplois. Je le confirme, c'est authentique et je voudrais inviter tous les journalistes d'investigation à se rapprocher auprès des services du ministère de la promotion de l'emploi, du ministère d'État chargé du développement, de l'INSAE. Mais qu'est-ce que nous entendons par Vous voulez dire que les chiffres, les statistiques existent? C'est les statistiques. Le directeur général de l'APIEX, il y a quelques jours, par exemple, a communiqué qu'il y a eu, sur la même période, 22 000 emplois. Non, 22 000 entreprises créées. Parce que vous savez, nous avons mis en place une réforme au niveau de l'agence de promotion des investissements et des exportations. C'est le guichet unique de création d'emplois. Ça, c'est des statistiques. Vous appuyez sur un bouton, ça vous dit par jour, par semaine, par mois, combien d'emplois sont créés. Combien d'entreprises sont créées à leur niveau. Pour cela, je n'ai pas le document ici, j'aurais pu vous le délaisser. Dans les 220 000 emplois dont a parlé le président de la République, il y a ceux qui sont créés par le biais des concours de recrutement direct dans la fonction publique. Il y a ceux qui sont créés par les nouvelles agences qui ont été créées, mais c'est les gens qui travaillent là. Il y a les emplois aussi liés aux projets qui sont en cours. Quand nous avons un point de croissance lié par exemple à une surproduction au niveau du coton, par exemple de 50 000 ou de 100 000 tonnes en plus. Mais 10 personnes qui faisaient 10 tonnes, par exemple, si nous passons à 100 tonnes, vous ne pouvez pas me dire que c'est les 10 personnes qui ont fait les 100 tonnes. Il est humainement impossible. Ça veut dire que de la main-d'œuvre supplémentaire a été nécessaire. Le transport, la manutention, c'est toute une chaîne. Le président de la République n'a pas dit, ça je tiens à lever définitivement cet équivoque, qu'il y a eu 220 000 emplois dans l'administration, ni dans la fonction publique, ni d'emplois salariés. Non. Mais un certain nombre de chantiers relevant du secteur des infrastructures et des transports, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie. Il y en a le document exact que nous tenons, qui est un travail de recensement fait par l'INSAE, le ministère du Développement et du Plan, et nos services, dénombre exactement 304 000 emplois. Mais chaque catégorie d'emploi est détaillée. Le vocable emploi, il ne faut pas l'entendre comme emploi salarié, encore moins comme emploi dans la fonction publique. C'est peut-être là ce qui a favorisé une sorte d'incompréhension au niveau de nos compatriotes ou bien au niveau de certains qui aiment la polémique. Je peux les comprendre et les en excuser, mais je voudrais profiter aussi pour les inviter à se rapprocher de moi-même, de mes services, pour que nous puissions leur délaisser les documents et les statistiques officielles. Ainsi, s'il était nécessaire, nous pouvons discuter sur la base de statistiques officielles, de documents, de manière factuelle, et non être dans des conjectures et des vues de l'esprit. Alors, Monsieur le ministre, dans un pays où le chômage est quand même à un niveau élevé, est-ce que 200 000 emplois, c'est déjà une prouesse, ou bien comment est-ce qu'on peut l'analyser? 220 000 emplois en 2 ans et demi, alors que le gouvernement
a fait une promesse de 500 000 emplois sur le quinquennat. C'est vrai que face à l'urgence de l'emploi donné aux jeunes, on ne peut pas dire que c'est une prouesse. On aurait aimé faire encore davantage. Mais l'emploi ne se décrète pas. L'emploi est la résultante de la réunion d'un certain nombre de facteurs. C'est l'économie, le niveau de marche de l'économie, les facteurs qui favorisent la croissance, qui induisent l'emploi. Donc, vous comprenez bien que quand le président a parlé de la restructuration de l'économie, d'engager la transformation structurelle de notre pays, c'était in fine là où il voulait en venir. Peut-être d'autres n'ont pas vite perçu. On ne peut pas dire que pour offrir aujourd'hui de l'emploi aux jeunes, c'est uniquement ou exclusivement dans la fonction publique. La fonction publique ne peut même pas absorber à elle seule le 20e de ce que nos centres de formation, nos universités, nos écoles, etc., déversent comme jeunes qualifiés, ayant une qualification, ayant un diplôme, et qui peuvent légitimement prétendre à un emploi. Oui. Mais l'emploi aussi n'est pas que dans ce secteur. Il y a le secteur privé aussi, il y a le monde de l'entreprise aussi, il y a l'entrepreneuriat aussi. Mais même si ce n'est pas une prouesse, on peut quand même se féliciter des efforts qui sont faits en termes d'assainissement du cadre, disons, macroéconomique dans notre pays, en termes d'assainissement et d'une meilleure lisibilité de l'environnement des affaires, saluer des voix plus autorisées que la mienne, on déjà eu à le dire, saluer par des agences qui ont autorité et dont les jugements font référence dans ce domaine. Nous sommes sur la bonne voie, les réformes vont se poursuivre, elles sont parfois un peu difficiles. Bon, pas un peu. Elles sont parfois un peu difficiles, mais c'est le chemin. Si nous voulons aller et avoir des lendemains meilleurs, il faut accepter de faire les efforts, de faire les sacrifices qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir escompter les résultats, de meilleurs résultats. Monsieur le ministre, vous aviez fait référence tout à l'heure aux notations des agences internationales et autres, ça c'est un fait. Mais l'autre réalité, est-ce qu'aujourd'hui il est plus aisé de promouvoir l'emploi au Bénin? À quel type d'emploi peut-on s'attendre? L'auto-emploi ou bien l'emploi salarié? Parce qu'on a déjà habitué les gens à l'emploi salarié dans ce pays. Et lorsqu'on parle d'autres types d'emplois, les gens sont indifférents. Dans ce pays, et Dieu merci encore, on peut s'attendre aux deux types d'emplois, que ce soit l'emploi salarié, que ce soit l'auto-emploi. L'emploi salarié, il n'y a pas que l'État, l'administration qui le donne. Des compatriotes à nous, des jeunes béninois dynamiques, créent leur entreprise tous les jours que Dieu fait. Quand vous allez au guichet de la pièce, c'est au moins 70 entreprises qui sont créées tous les jours. C'est des services publics qui existent. Je mets au défi quiconque pour qu'il puisse contester ces statistiques. Et vous savez, quand vous créez une entreprise formellement, au moins vous êtes astreint à déclarer ne serait-ce qu'une personne. Ça veut dire que si je suppose que chaque entreprise qui est créée emploie au moins une personne, je peux vous dire donc à minima, au moins 70 emplois sont créés tous les jours. Mais il y a d'autres qui commencent avec 2, 3, 4, 5 personnes. Ça dépend du domaine d'activité dans lequel l'entrepreneur veut se lancer. Il y a d'autres sociétés, des multinationales, des compagnies étrangères qui recrutent tous les jours. Il est question que chaque étudiant, chaque diplômé, chaque chercheur d'emploi se mette en vigilance sur l'environnement. Regarde les métiers porteurs, parce qu'il y a forcément à un moment donné, il faut rechercher l'adéquation entre l'offre et la demande. Au niveau de notre ministère, c'est ce que nous faisons avec un de nos organismes comme l'Observatoire de l'emploi et de la formation. Depuis que nous sommes là, nous sensibilisons dans les universités, dans les écoles. Qu'est-ce que nous avons fait? J'ai demandé aux responsables de ces structures, faites-moi le point, parce que d'autres compatriotes, d'autres jeunes, comme je l'ai dit, ont légitimement
pour ambition de travailler dans la fonction publique. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir cette ambition. Tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur. Je dis, OK, mais donc pour qu'ils ne se trompent pas, nous pouvons être utiles à eux. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Nous allons leur apporter les statistiques pour qu'ils se déterminent par eux-mêmes. Les 5 dernières années, vous qui avez pour ambition légitime de travailler pour l'administration, voilà les domaines dans lesquels l'État recrute. Mais avec le ministère du Travail et de la fonction publique qui recrute pour le compte de l'État, je me suis rapproché de notre collègue pour dire, pour 2018, 2019, 2020, donnez-moi les projections, les domaines dans lesquels il pourrait être organisé des concours de recrutement. Et nous passons d'université en université. Bientôt, nous allons commencer avec les privés aussi pour leur dire, si tant est que vous avez pour ambition, pour vocation, à travailler pour l'administration publique, voilà les faits. Depuis 5 ans, voilà les profils recherchés par l'administration. Voilà les domaines dans lesquels l'administration recrute. Voilà les niveaux de compétences sollicités. Si vous n'êtes pas dans cela, ça veut dire vous-même, vous avez choisi des filières, des choses qui vous destinent au chômage. Pour les années à venir, voilà comment vous dites ça, les compétences ou bien les qualifications dans lesquelles l'administration veut recruter. Ça, c'est pour ceux qui ont vocation à travailler pour l'administration publique. D'autres, et Dieu merci, même s'ils avaient une place, ne la prendraient pas parce qu'ils n'ont pas cette vocation. Ils ont envie peut-être aussi d'être des chefs d'entreprise, d'être des capitaines d'industrie, ils voient d'autres modèles dans le pays qui les inspirent. Là aussi, c'est leur droit. Là aussi, nous leur donnons l'information pour dire que quand peut-être vous n'avez pas dans votre environnement personnel des ressources pour le faire, voilà les mécanismes étatiques mis à votre disposition pour vous aider. La NPE, la NPME, le FNPEG, etc. Nous explicitons les procédures et les mécanismes pour bénéficier des accompagnements de ces structures. Parce que c'est un peu ou beaucoup mieux structuré que par le passé pour que chacun est responsable, j'ai envie de dire, de son destin et doit se résoudre à une attitude, à un comportement qui lui offre le maximum de chances de trouver un emploi si il a vocation à évoluer dans le secteur, qu'il soit public ou privé, mais s'il choisit une vie de salarié, ce qui est son droit, et ceux qui ont envie d'être aussi des entrepreneurs dans tous les domaines, entrepreneurs agricoles, dans le numérique, dans l'éthique, dans le commerce, etc., ont besoin, de mon point de vue, de connaître les dispositifs étatiques de soutien et d'accompagnement et surtout les procédures pertinentes de chacun de ces dispositifs pour en bénéficier. Donc je pense que le Bénin n'est pas plus mal que les autres pays. Nous devenons de plus en plus nombreux. La croissance démographique dans notre pays, les places ne sont pas illimitées. La compétition, la saine compétition va être de plus en plus difficile. Les places seront pour les meilleurs. Il appartient donc à chacun de s'organiser pour mériter les places qui seront disponibles. Alors, Monsieur le ministre, on va enchaîner maintenant avec la politique. L'actualité chez nous en ce moment est marquée par les préparatifs des législatives à venir. Vous appartenez au bloc républicain, des partis de la mouvance présidentielle. Alors, quelles sont les chances du bloc républicain pour les législatives à venir ? Le bloc républicain, comme l'ensemble des partis, qu'ils soient de la mouvance comme de l'opposition, estime qu'il garde toutes ses chances. Et personne ne s'apprête pour une compétition en pensant ne pas la gagner. Au niveau du bloc républicain, si vous avez été témoin du congrès du 8 décembre dernier à Parakou, je pense que cela se passe de commentaires. Et quand vous voyez du nord au sud, de l'est à l'ouest, la qualité des membres, soit au niveau
du bureau politique ou du bureau exécutif national provisoire qui sont là. Je ne voudrais pas... Nous estimons que le bloc républicain, en tout cas au jour d'aujourd'hui, est le plus grand parti national. Mais entre la foule et l'électeur, il y a quand même un écart, comme l'a dit un acteur politique. C'est vrai. Vous avez mobilisé des gens pour ce congrès, mais est-ce que vous êtes sûr que tout ce monde-là ira faire le geste qui vous favorise le 28 avril? C'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit de regarder la qualité des membres. Entre les électeurs et la foule, c'est vrai, vous faites bien de le dire, mais quand vous avez des leaders incontestables et incontestés dans leur fief, dans leur zone, et vous avez en politique comme dans le monde du travail, un journaliste, on ne peut pas venir aujourd'hui à l'ORTB aujourd'hui et être un éminent journaliste comme M. Prévert, Nouté ou bien comme d'autres. Il n'y a pas de génération spontanée. Ça se construit dans le temps, dans la durée, patiemment. Dans nos circonscriptions, dans nos communes, nos populations, nos parents savent avec qui ils sont, depuis combien de temps, qui fait quoi avec qui. Nous sommes sereins. Je voudrais vous inviter à prendre date avec nous et que Dieu nous prête vie au lendemain du 28 avril. Après, peut-être qu'on n'aura pas les résultats le même jour, en tout cas après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle relativement aux élections des membres de l'Assemblée nationale, on pourra faire le point factuel. Monsieur le ministre, tel bloc a tel nombre de sièges, tel bloc a tel nombre de sièges. Moi, je vous dis que le bloc républicain, en termes de sièges enlevés à l'Assemblée nationale, prenez date. Le bloc républicain arrivera premier. Et vous estimez, vous attendez à combien de sièges à peu près? Non, je ne ferai pas de conjecture, mais je dis que nous arriverons premier. Pourquoi pas si nous pouvons... Il y a 24 circonscriptions électorales, il y a 83 sièges. Si nous pouvons prendre les 83, nous les prendrons. Alors, si nous avons la moitié, si nous avons les tiers, nous les prendrons. En tout cas, nous prendrons la majorité des sièges. Alors, Monsieur le ministre, c'est vrai, les élections, c'est le 28 avril prochain. Mais avant, il faut déjà confectionner les listes, faire les arbitrages nécessaires. Ce n'est jamais facile. Alors vous, est-ce que vous êtes partant pour un mandat législatif? Ça sera à la discrétion des membres du bureau politique du bloc républicain. Si je suis candidat à une investiture, ma circonscription, vous la connaissez, je suis de la 4e circonscription qui regroupe les communes de Kérou, Kouandé, Péonko, Tukuntuna et Natitengu. Ma volonté seule ne suffira pas pour me faire positionner. Et les organes, les instances de mon parti, je suis un militant discipliné. Les organes de mon parti, en son temps, je me manifesterai et je prendrai acte de ce qui aura été fait au niveau de mon parti. Ce n'est pas sur les plateaux. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. Vous aviez été par le passé député. Vous connaissez cette expérience-là. Vous connaissez cette expérience-là. Je sais que comme... S'il y a un choix à faire entre un siège de député et un strapotin ministériel... Je sais que comme beaucoup d'autres, vous avez envie de me retrouver au Parlement. Je vous en remercie. Certainement que je vous avais pas laissé beaucoup de mauvaises impressions quand j'ai eu la chance d'y être déjà passé. Entre un siège législatif et un siège au gouvernement, moi je choisirai le siège que le président de la République me donnera parce qu'il estimera que je serai plus utile. Le président de la République qui m'a appelé à ses côtés dans son gouvernement, s'il estime que peut-être à l'Assemblée nationale, je serai plus utile, je serai plus efficace, ben je me retrouverai du côté de l'Assemblée nationale. S'il estime que c'est au gouvernement que je serai plus utile, ou bien encore, il n'y a pas que le gouvernement, il y a d'autres structures de l'État. Je peux également partir du gouvernement pour servir ailleurs. Je suis un serviteur, je suis un collaborateur du chef de l'État et je servirai partout où besoin sera. Alors, il est de plus en plus question d'un renouvellement du personnel politique. Est-ce que vous pensez que pour ces élections-ci, pour plus d'efficacité, pour plus de chances d'avoir plus de sièges, est-ce qu'il serait opportun que
certaines figures puissent faire place à d'autres pour la confection des listes, parlant de la mouvance par exemple? Le renouvellement est toujours à souhaiter parce qu'il faut toujours injecter du sang nouveau, etc., comment vous le dites, une dynamique nouvelle. Mais je l'ai dit tantôt, par ailleurs, il n'y a pas de génération spontanée, malheureusement, en politique. On ne nomme pas des députés. Ils sont élus. Ils sont élus. Donc, ceux qui veulent bien et légitimement, dans certaines circonscriptions, prendre la place d'autres, c'est légitime. Mais cela appelle un travail dans le temps. On ne s'improvise pas, on ne vient pas, comme on le dit, ce n'est pas la veille de la course qu'on nourrit le cheval. Et il n'est pas sain ou bien aisé de penser qu'il faut juste être sur une liste pour se faire élire. Je vous parle d'expérience. Moi, j'ai participé à des élections législatives. J'ai pu être élu. J'ai participé à des élections législatives. Je n'ai pas été élu. Je peux vous garantir, ce n'est pas aisé, c'est un travail. C'est pas simple. C'est pas simple, c'est beaucoup de travail. Les députés que vous voyez, ceux qui sont là, dont la législature est en train de prendre fin, ceux qui vont venir, c'est du travail. Avec nos populations dont il faut être vu, il faut que les populations vous perçoivent comme capables de porter leurs aspirations. Il ne s'agit pas juste de vouloir. Donc, renouvellement, nécessité de renouvellement, oui, je ne suis pas contre. Mais je vous dis, en politique, encore comme tout autre secteur par ailleurs, il n'y a pas de génération spontanée. C'est un travail. C'est une relation avec les mandants, les élections. Il ne faut pas se faire élire avant d'avoir cette relation. C'est cette relation qu'il faut avoir avant de prétendre être candidat, parce que c'est aux électeurs de vous accorder leur suffrage ou non. Alors, Monsieur le ministre, il y a des acteurs politiques de l'ancienne mouvance, enfin, de pouvoir défunt, qui ont rejoint la rupture. Ce sont des parlementaires qui aspirent à y retourner. Est-ce que, en termes d'image sur le terrain, est-ce qu'on peut continuer à faire confiance à ces acteurs-là, ou est-ce qu'il faut du sang neuf? Vous voulez mon avis? Sans langue de bois, je vous dirais que ces acteurs politiques auxquels les gens font allusion, mais ils ne sont pas de l'ancien régime. L'ancien régime a fait très peu de gens. Je peux dire que ces gens-là étaient déjà avec mon feu père, avec UBF. Mais nous sommes tous des citoyens. Le président Talon n'est pas un homme d'exclusion. Le président Talon est prêt à travailler avec tous ceux qui veulent travailler avec lui. Moi, personnellement, je ne fais pas et je ne ferai pas de chasse aux sorcières. La problématique pour moi serait peut-être leur sincérité et leur loyauté. Est-ce que c'est juste des comportements d'opportunité ou est-ce que les gens sont sincères? Nous avions auparavant un jeu politique qui n'était pas clair, qui était diffus. On pouvait aller aux élections en alliance, en ceci. D'où, justement, les réformes, celles que le président Talon vient d'introduire encore, méritent d'être saluées à sa juste titre, qui met fin la nouvelle loi sur les partis politiques, met fin à un certain nombre de choses. Les gens n'ont fait que profiter du désordre ambiant qu'il y avait et du manque de clarification. Le président de la République n'a pas souhaité continuer cela, comme j'ai l'habitude de dire. Vous savez, c'est bien connu quand on dit diviser pour régner. Voilà quelqu'un qui refuse de diviser pour régner, ce qui aurait été plus facile pour lui, mais qui contraint les gens à se mettre ensemble pour constituer des forces qui pourraient même, j'ai presque envie de dire à son corps défendant, qui pourrait même lui résister. Mais il dit, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour rétablir les bases, les fondamentaux, pour que les choses se passent comme ailleurs. Nous sommes venus à un moment où je pense qu'il faut mettre bas la terre, il faut faire table rase. Et c'est maintenant que nous voulons créer des partis qui ne soient plus des partis de personnes, d'individus. Moi, j'étais vice-président dans un parti. Je suis un militant lambda au bloc républicain. Je ne m'en plains pas. Du moins pour les organes transitoires qui sont là. Mais je suis là et je participe du mieux que je peux.
quand les organes transitoires auraient fait leur temps, il me faut être un militant à la base. Désormais, si vous n'êtes pas un militant à la base, vous ne pouvez pas être un militant au plan national. Si j'ai envie d'être dans les structures représentatives de mon parti, en son temps, je m'y porterai candidat. Nous sommes maintenant en train d'apprendre à faire les choses comme il faut, ce que nous n'avons jamais fait par le passé. Maintenant, dans les circonscriptions, je ne vais pas éluder votre question. Il y a des baromètres, il y a la manière de sentir, de percevoir certains leaders ou bien certaines personnalités. Si tant est que certains sont décriés ou bien ne sont plus souhaités, en son temps, les différents organes des partis aviseront. Mais nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de délations, ou beaucoup d'intoxication. Je ne suis pas sûr que c'est ce que les gens disent qui est forcément la réalité. Alors, Monsieur le ministre, l'ancien président, quand il fait le tour dans le pays, il ne manque pas de vous égratigner, d'attaquer son successeur. Comment appréciez-vous cet état de choses, cette attitude? Oh, je l'avais déjà dit sur une chaîne de télé concurrente et les chiens d'attaque d'en face ont été lâchés sur moi, mais je suis un habitué parce que vous savez, quand c'est la vérité, il faut la dire. Le spectacle, ce que vous venez de dire, le spectacle que l'ancien président donne n'est pas digne de lui. Je l'ai dit, je le pense. Parce que c'est une grande personne, c'est mon papa. Je n'aurais pas été fier que mon feu père ait fait ça. Donc je l'avais dit sans vouloir d'aucune manière manquer de respect ni d'égard au chef de l'État, à l'ancien chef d'État. Mais je l'ai dit parce que quand nous voyons, il me semble que dans les démocraties qui se respectent, quand vous faites un mandat, quand vous faites 2 mandats, quand vous vous retirez et que quelqu'un d'autre vient vous remplacer, vous restez dans votre rôle et vous observez. Vous êtes un visiteur des soirs, les gens vous visitent, vous distillez des conseils, vous apaisez le jeu. Vous êtes dans la solution, vous n'êtes pas dans le problème. Il me semble que l'ancien président de la République préfère être dans le problème que d'être dans la solution. J'ai souvent l'habitude de dire, oui, c'est ce que vous l'avez dit tantôt, les foules qui suivent, c'est normal quand vous êtes un objet d'attraction, quand vous êtes vu peut-être un peu comme ce que les enfants appellent, pardonnez-moi de le dire, mais je dis les choses telles que je le pense, comme un calita. Quand vous n'êtes pas à votre place, c'est normal que ça draine du monde. J'ai pris l'exemple. Faisons un peu de fiction. 2006, quand lui, il a succédé à mon feu père, si le président Mathieu Kékou se promenait dans les communes, dans les départements, je vous garantis qu'il y aurait 5-10 fois plus de foule que ça. Oui ou non? Oui ou non? Répondez. C'est vrai qu'habituellement, c'est vous qui posez les questions. Évidemment, vous l'avez bien compris. Souffrez que je vous pose une question. Bien compris. De 2006 à 2011, s'il avait plu au général Mathieu Kékou de sortir, d'aller à Parakou, d'aller à Abomey, d'aller à Porto-Novo, vous pensez que vous pouvez trouver le passage pour circuler? Mais non. Quand on a eu l'honneur et la grâce d'exercer ces fonctions, ce niveau de responsabilité, même nous autres qui ne sommes rien, quand on n'est plus en charge, quand je ne serai plus ministre en termes de l'emploi ou de l'artisanat, je ne viendrai pas pour un oui ou pour un non ergoter sur ce que celui qui m'aura remplacé sera en train de faire. Je pense que cela appelle une certaine sagesse, un certain retrait, une prise de distance pour observer. Il n'y a pas que dans la politique. Il n'est quand même pas interdit qu'un ancien président aille sur le terrain politique et qu'il donne des coups. Parce qu'on l'a vu avec Barack Obama, quand même, aux États-Unis, qui ne rate pas des occasions d'envoyer quelques piques à son successeur. Donner son point de vue, intervenir quand il est nécessaire, quand le sujet est d'importance, oui. Mais devenir la cheville ouvrière de l'organisation d'une opposition frontale, presque même comme un appel à la défiance des pouvoirs publics, cela ne me paraît pas sain. Si Barack Obama n'est pas dans cette posture en France, Emmanuel Macron n'est pas aux États-Unis, François Hollande n'est pas resté dans cette posture en France.
Pas plus que Sarkozy n'a pas été dans cette posture vis-à-vis de lui. Pas parce qu'il n'avait pas de commentaires. Il me semble qu'il est séant. J'ai suivi hier, comme par hasard, M. Prévet-Noutéou, une émission qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs, sur l'ORTB. Mais réminiscence. Oui. Nous avons vu d'anciennes figures quand nous étions à l'école, au primaire, au collège de l'ORTB. Oui. Je ne pense pas que vos dévanciers, vos imminents dévanciers, aussi brillants et talentueux que vous-même, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils dénigrent à tout va ce que vous faites. Je ne le crois pas. Dans notre secteur, ça ne se fait pas. Voilà. Ça devrait être le cas dans tous les secteurs. C'est mon point de vue. Monsieur le ministre, on est au terme de cette émission. Votre mot de la fin. Merci beaucoup de cette opportunité que vous m'offrez. Je voudrais pour finir saluer encore les braves artisans béninois parce que c'est pour eux que je suis ici ce matin et de leur dire de s'apprêter, de se rendre disponible pour pouvoir participer à cet important recensement ordonné par le président de la République pour nous permettre, pour la première fois dans notre pays, le Bénin, d'avoir un registre biométrique des métiers fiable, de pouvoir délivrer une carte d'identité et professionnelle aux artisans qui leur confère un statut auquel est attaché des avantages et des privilèges. Et enfin, ce recensement qui nous permettra d'extraire une liste électorale pour aller à l'élection de la Chambre consulaire des métiers de l'artisanat du Bénin, organe fêtière et représentatif des artisans pour que, enfin, le secteur de l'artisanat puisse être traité avec vraiment les égards dus à son importance et à sa forte contribution au secteur économique et social dans notre pays. Merci, je vous remercie. Merci Modeste Timothée Kérékou, ministre des PME et de la promotion de l'emploi. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci et à très bientôt. C'est moi. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et prenons le rendez-vous pour le dimanche prochain. Merci.